TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le 26 janvier est décrétée journée internationale des douanes. Au Togo, l'Office togolais des recettes a choisi l'occasion pour permettre à ses agents de mener des réflexions sur la digitalisation de l'administration douanière. Les échos de cette célébration dans ce journal. Et c'est le 26 janvier également que l'Inde observe la journée de la République. Hier à Lomé, la communauté indienne a célébré cette journée, marquant ainsi l'entrée en vigueur de la Constitution. Et puis plus de 400 nouveaux jeunes viennent grossir depuis ce matin les rangs des volontaires nationaux. Ils ont respecté la tradition de prestation de serment ce jeudi avant de prendre fonction. Voilà donc pour les titres. Hier était donc célébrée la journée internationale des douanes. L'initiative est de l'Office togolais des recettes OTR, une journée pour échanger sur la thématique de la digitalisation pour une meilleure opérationnalisation de l'administration douanière. Le compte rendu avec Sylvain Abdou depuis Témédia. L'administration douanière se veut plus performante et renforcée pour mieux intervenir et traquer par exemple les fraudeurs et contrebandiers pour une meilleure mobilisation des ressources de l'État. 130 agents des douanes ont été formés dans ce sens. Un recyclage de 3 semaines axé sur différents exercices, notamment des tirs, des combats pour mieux répondre au front en cette période de menaces terroristes. Ceci pour leur permettre également d'être en phase avec le dispositif sécuritaire et mieux s'engager pour une meilleure sécurité économique. C'est 130 agents prêts à défendre les couleurs de l'Office togolais des recettes par rapport aux objectifs que le gouvernement leur assigne, notamment les questions de la mobilisation des recettes, les questions également aussi sécuritaires sur la lutte contre la fraude et les contrebandes. Donc pour nous dire aujourd'hui, nous sommes suffisamment engagés. Pour un meilleur accomplissement de cette mission sur le terrain, ces agents ont reçu le certificat de fin de recyclage, une remise pour marquer la journée internationale des douanes célébrée le 26 janvier de chaque année. C'est cette journée qui est observée ici, une célébration pour permettre à l'Office togolais des recettes de réfléchir sur la place du numérique dans le fonctionnement de l'administration douanière. Cette journée, c'est pour toutes les douanes, pour qu'elles réfléchissent autour de leur manière de travailler pour que dans chaque pays, la digitalisation prenne le dessus. L'édition 2022 de la Journée internationale des douanes a été célébrée cette année à l'École nationale des sous-officiers de Témédia, centre où s'est déroulé le recyclage. Dans ce centre, l'OTR a procédé à la pose de la première pierre en vue de la construction d'une salle de conférence au profit de cette école. Une manière pour renforcer la relation OTR-FAT. Cette célébration a également permis aux premiers responsables de l'OTR de reconnaître certains agents, notamment les unités spéciales d'intervention douanière, qui, elles, ont reçu des galons pour plus de dynamisme et de professionnalisme. Et l'une des missions de l'OTR, de l'Office togolais des recettes, donc, est la mobilisation des ressources. Et pour la deuxième fois consécutive, justement, le Togo s'en sort avec le plus fort taux de croissance inclusive dans l'espace UEMOA à la date du 21 janvier 2022. Ceci grâce au Fonds national de finances inclusives FNFI. Les performances sont affichées, mais des mesures sont également mises sur pied par le gouvernement pour faire encore plus en faveur des populations. Voyons cela dans ce dossier signé Ulrich Amiga. 1 792 506 crédits octroyés à travers 14 produits pour un volume de 101,27 milliards de francs CFA. Des chiffres à mettre à l'actif du Fonds national de finances inclusives FNFI, mis en place il y a 8 ans. Avec un taux moyen de 94,10% de remboursement dans le délai, le FNFI offre la possibilité aux meilleurs clients d'avoir accès au crédit bancaire allant jusqu'à 10 millions de francs CFA. Le fonds dispose également de 338 points de service et 22 prestataires de services financiers partenaires à travers le territoire national. Des performances qui, pour la deuxième fois consécutive, consacrent au pays
le taux le plus fort de croissance inclusive dans l'espace UEMOA en ce qui concerne la bancarisation élargie et l'accès aux services financiers décentralisés. Mais le gouvernement ne compte pas s'arrêter là, conscient des nombreux défis qui restent à relever en la matière. Le gouvernement, sur les orientations du chef de l'État, Faure Sozimnania Singbe, va poursuivre les réformes engagées avec l'adoption récente de la stratégie nationale d'inclusion financière. Ceci en conformité avec les ambitions de l'axe 1 de la feuille de route quinquennale et aux pratiques internationales. Une stratégie qui définit la vision nationale déclinée en orientation et levier, ciblant les jeunes, les femmes, les ruraux, ainsi que les très petites entreprises. Elle se veut un cadre dynamique pour mieux coordonner, stimuler les actions afin de faciliter l'élimination des barrières à l'inclusion financière. L'objectif étant d'assurer d'ici à 2025 une augmentation de l'accès et de l'utilisation d'une gamme diversifiée de produits et services financiers formels, digitalisés, abordables et adaptés. Le dispositif viendra ainsi en renfort au cadre d'intervention de l'État et favorisera l'amélioration de la couverture géographique de services. Il permettra d'assainir le secteur, de mettre en place un cadre favorable à l'accès au financement dédié aux très petites et moyennes entreprises. Une parfaite illustration de la détermination des plus hautes autorités du pays à réduire les inégalités sociales et renforcer la résilience des couches les plus vulnérables. Et l'amélioration des conditions de vie des populations est l'une des finalités des objectifs de développement durable ODD. Eh bien, le secteur privé togolais va s'associer à l'ensemble des agences du système des Nations Unies pour la réalisation des 10 objectifs. Et ce jeudi, l'ensemble du système des Nations Unies, justement, était en réunion avec le Conseil national du patronat à cet effet. Le compte rendu avec Clarisse Aticlet. C'est une nouvelle forme de partenariat qui se profile à l'horizon entre le système des Nations Unies et le Conseil national du patronat. Les deux institutions explorent depuis quelques mois les domaines potentiels de collaboration et les leviers sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour jouer un plus grand rôle dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette rencontre vise à approfondir les réflexions. Le système des Nations Unies avait une tradition de travailler avec l'État, mais aussi avec le secteur privé, mais de façon parcellaire. Et cette fois-ci, c'est l'ensemble des agences du système des Nations Unies qui est venu pour rencontrer le patronat afin de redémarrer une collaboration et une coopération gagnant-gagnant afin de réellement atteindre les objectifs de développement durable. Nous voulons réellement qu'à partir de maintenant, cette collaboration soit réellement fructueuse et que toutes les agences du système des Nations Unies et que tout le patronat, avec toutes ces entreprises, puissent bénéficier de cette collaboration. On ne va oublier aucun secteur, cependant, nous allons prioriser parce qu'on ne peut pas s'adresser à tout et au même moment. Priorité sera accordée à l'emploi des jeunes, à l'éducation, à la santé et aux femmes notamment. La responsabilité sociale et sociétale des entreprises sera également prise en compte, avec les 1500 entreprises répertoriées en son sein et qui ont été plus ou moins touchées par la pandémie de Covid-19. Le patronat attend beaucoup de ce partenariat naissant. Au niveau du secteur privé, nous avions des thèmes de référence. Nous avions dans notre plan stratégique des points que nous aurons à développer dans le domaine des ODD, dans le domaine des RSE. Et nous avions dans le système des Nations Unies des agences qui travaillent bien dans ce sens. Donc c'est l'opportunité pour nous de voir dans quelle mesure les agences qui sont concernées peuvent apporter leur contribution. Un comité sera mis en place pour définir les principaux axes de ce partenariat, dont la finalité est la réduction de la pauvreté. Je vous le disais également en titre, ils sont 401 volontaires nationaux prêts à servir le pays. Ils ont été renvoyés ce matin à leur mission pour œuvrer dans les domaines de l'éducation, la santé, le droit, la justice entre autres et servir aux communautés, aux côtés des communautés. La prestation de serment a eu lieu ce matin. Le compte rendu avec Antoinette Omao. Au revoir. Ils sont ainsi renvoyés en mission de volontariat sur l'ensemble du territoire national.
des jeunes qui s'engagent pour le développement du Togo. 401 volontaires pour la 17e vague, dont 350 enseignants pour servir dans les domaines de l'éducation, la santé, le droit, la justice. On a identifié sur le terrain des besoins des enseignants des sciences, notamment les mathématiques, les sciences physiques et les sciences naturelles. Donc, suite à ces besoins exprimés dans toutes les régions pédagogiques du pays, il a été identifié et un appel à candidature a été lancé aux jeunes pour manifester l'intérêt. Et à l'issue d'un processus de sélection, ces jeunes ont été retenus pour être affectés dans toutes les régions pour compenser les besoins en enseignant des matières scientifiques, dont les autres iront dans des collectivités. Et plus tard, on mobilisera encore environ 200 ou 300 pour les collectivités locales pour accompagner le développement local. Kadira va servir dans le domaine de la justice. Dodovi, lui, devient un enseignant volontaire, un pas dans l'expérience professionnelle. Je suis au niveau de l'enregistrement en particulier. Donc là-bas, j'ai une tâche à enregistrer vite les dossiers des gens pour qu'on puisse les traiter rapidement. C'est un rêve pour moi, très fort longtemps, d'être éducateur. Je voudrais encore mieux travailler dans ce système pour qu'on puisse redonner la dynamisation à ce secteur au niveau des enfants, nos apprenants, dans nos communautés. Le volontariat est avant tout un engagement aux côtés de sa communauté. Pour le gouvernement, il s'agit d'offrir des chances à ces jeunes volontaires d'acquérir de nouvelles expériences, de se familiariser avec le monde de l'emploi. Vous êtes le vrai co-constructeur de la République et votre serment en est évocateur. Il me semble simplement que nous devions progresser dans la gestion du volontariat en capitalisant au mieux votre expérience dans le cadre des concours à venir et par une politique de discrimination positive à votre endroit. Je voudrais simplement vous renvoyer à vos charges en vous rappelant les notions de professionnalisme, de responsabilité et surtout de la République. À l'instar des magistrats, des médecins et de plusieurs corps de métier, les volontaires nationaux font acte de don de soi à la nation. Ils s'engagent à œuvrer pour que chaque communauté, chaque Togolais, où qu'il ou elle soit, ne se sente pas exclu des efforts de développement du pays. Les volontaires nationaux sur le terrain redonnent l'espoir en notre humanité. Ils contribuent à la fourniture des services de base afin de lutter contre la pauvreté, la faim et l'exclusion sociale. Chers nouveaux volontaires, je vous invite à prendre conscience de l'importance de votre mission, à donner le meilleur de vous-même en toute situation. Soyez ouverts à l'apprentissage, faites preuve d'humilité, de professionnalisme, comme vos frères et sœurs des cohortes précédentes l'ont fait. La 17e vague porte à plus de 6 000 le nombre de volontaires déployés sur le terrain. Ils sont partout où besoin est pour un contrat d'1 an renouvelable. Et le volontariat est donc l'alternative trouvée par le gouvernement pour lutter contre le chômage des jeunes. Eh bien, le ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat a également une solution à ce problème. Et il a initié le projet de placement des apprenants en stage. C'est une stratégie donc une stratégie de lutte contre le chômage après formation et surtout de promotion de l'adéquation formation-emploi. Voyons cela depuis Dapan avec la correspondance de Gérard Lagoudou. Le sous-secteur enseignement technique et formation professionnelle fournit des diplômés sur le marché de l'emploi, mais la question de réelle insertion professionnelle se pose. Selon les exigences de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, 80% d'insertion professionnelle proviendront de ce secteur dans 3 ans. Pour anticiper sur ce défi, le ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat déroule le programme de placement des apprenants de ce secteur en stage en milieu professionnel. L'heure est à la tournée de mobilisation des acteurs concernés, les opérateurs économiques, directeurs d'entreprises, chefs d'inspection, ONG et bien d'autres structures publiques et privées de la région des Savanes. C'est d'adhérer à ce projet
et accepter, nous accompagner le ministère, le gouvernement togolais, en acceptant les apprenants chez eux, dans le cadre des stages, lors des formations. C'est pourquoi nous les avons mobilisés pour leur parler, les sensibiliser sur le projet, de sorte qu'on fasse chemin ensemble et avoir les résultats ensemble. À ce projet s'ajoute la première édition de l'enseignement technique et de la formation professionnelle placée sous le thème « Agir ensemble pour une meilleure employabilité des sortants » et la digitalisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Lors de cette semaine, au niveau des savanes, il y a les conférences débats et surtout l'exposition des ouvrages. Et actuellement, tous les établissements sont à pied d'œuvre pour présenter à la population ce qu'ils sont capables de faire. À travers justement le PND et la feuille de route gouvernementale 2020-2025 dans les P9 et les P10, ça veut dire améliorer l'accès à l'enseignement technique et la formation professionnelle et également améliorer la qualité de l'enseignement technique et la formation professionnelle de sorte que les sortants du système soient performants et répondent au marché, aux besoins du marché du travail. Les activités de la première édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle démarrent le 4 février et prennent fin le 12 février 2022. Éducation encore, après le lancement officiel à Lomé, le programme KIX Afrique 21 se transporte dans les plateaux ouest, choisis comme région pilote. Et durant 3 jours, les acteurs du système éducatif vont se familiariser au projet à travers des échanges de connaissances et d'innovations portés par le programme pour une meilleure qualité de l'enseignement ainsi que de l'apprentissage. Voyons cela avec Ulrich Amega. Inspecteur, personnel d'encadrement, conseiller pédagogique, chef d'établissement d'enseignement primaire et secondaire. Tous de la direction régionale de l'éducation Plateau-Ouest au contact du programme KIX Afrique 21. Une rencontre de 3 jours empreinte de partage, d'échange de connaissances et d'innovation. Un projet ambitieux qui veut mobiliser les potentiels en vue d'assurer un enseignement et une éducation de meilleure qualité dans les écoles togolaises, conformément à la vision du gouvernement. Nous attendons une certaine contribution des acteurs locaux à la définition des priorités du système éducatif de notre pays. Nous attendons des acteurs une définition des actions pouvant contribuer à améliorer la qualité de notre système éducatif. À l'issue des travaux, une feuille de route bien élaborée va être dégagée pour le secteur éducatif des Plateaux Ouest, région pilote dans la mise en œuvre du programme KIX Afrique 21. La feuille de route sera le plan d'action de mise en œuvre des activités qui vont renforcer un peu le système éducatif local. Cette feuille de route va décrire un peu les étapes à franchir dans la mise en œuvre du projet qui sera retenu, élaboré consensuellement avec tous les participants, définir un peu les échéances et de mise en œuvre des actions qui ont été programmées et aboutir finalement à la mise en œuvre de ces activités. Tout ceci pour baliser le chemin à parcourir afin d'atteindre les objectifs assignés au secteur éducatif togolais. Et l'auditorium de l'Université de Lomé a abrité ce jeudi la première conférence d'actualité de cette année 2022. La rencontre a permis la présentation des résultats de recherche sur l'impact du transfert monétaire sur le quotidien des populations. Une étude co-menée par des universitaires togolais et étrangers. Issa Karuna et Kwesali Salah nous en parlent. Au menu de cette rencontre entre le monde universitaire et les acteurs de la société, le mobile money. Un système de transfert monétaire dont l'essor figurant dans la société a suscité l'intérêt chez certains universitaires. Ils partagent ici les résultats de leurs recherches qui mettent en lumière le lien entre ce système et ses impacts sur les usagers. Nous avons tenté d'étudier quels sont les facteurs qui déterminent le fait qu'on adopte le mobile money ou pas. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui amène les gens à l'adopter afin de savoir quelle politique mener pour aider davantage à ce que le mobile money qui a des impacts économiques puisse être davantage adopté. Et donc, nous avons cherché à comprendre si ça affecte les événements, comment ça affecte les ménages à faire face aux événements. On va voir que l'objectif, c'est de
de ne pas voir le mobile money comme étant de simples outils de transfert d'argent, mais qu'au-delà, il y a un aspect économique, il y a un aspect de bien-être, il y a un aspect d'utilité que ces transferts-là donnent comme effet. C'est depuis 2019 que l'Université de Lomé organise ces rencontres. Des rencontres pour célébrer le dynamisme du temple du savoir dans la société. La question du mobile money et les vulnérabilités, c'est une question d'actualité, certes, qui est dans la société, qui est prégnante dans la société. Aujourd'hui, beaucoup se mettent au mobile money, mais ça a été un travail de recherche que des universitaires ont eu à conduire. Et la direction de la recherche s'est dit, mais les résultats sont si pertinents qu'il faut organiser une conférence autour en invitant les gens de la société civile, les consommateurs, les universitaires, les médias, etc., pour partager. En échangeant avec la communauté, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres questions à approfondir. Et c'est cela l'intérêt pour l'université aussi. À travers ces rencontres, l'Université de Lomé se montre plus proche des populations. Elle affiche son intérêt à la recherche des solutions aux problèmes auxquels est confrontée notre société. Et une cargaison de riz paddy a été saisie à Nadoba, une trentaine de kilomètres à l'est de la ville de Kanté. La marchandise illicite devait traverser la frontière pour le Bénin. Or, depuis quelques mois, il est formellement interdit d'exporter des produits agricoles de grande consommation sans autorisation. Les précisions avec Nestor Mozo. Ces deux gros porteurs sont chargés de riz paddy. Ils ont été immobilisés par la police à Nadoba. La cause, c'est que les conducteurs n'ont pas d'autorisation concernant la marchandise qu'ils transportent. Conséquence, le produit est saisi par l'ANSAT, Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo. Ces véhicules transportaient 35 tonnes chacun en direction du Bénin. Donc la police de contrôle les a arrêtés. Ils leur ont demandé le papier d'autorisation du ministère du Commerce. Malheureusement, ils n'ont présenté aucun document. Sur ce, ils sont tombés sous le coup de la loi. Ce qui va se passer, les produits saisis seront transférés dans les magasins en Satkara pour servir aux œuvres d'utilité publique. Les conducteurs estiment ne pas être informés de l'existence de la disposition qui les frappe. On ne savait pas. Mais on a entendu que, entre-temps, la saison pluvieuse qui est finie, ils ont refusé que du riz ne sort pas, maïs ne sort pas au Togo. Nous, voilà, on a trop découragé. Ce qu'on va demander, on demande seulement à nos autorités de nous pardonner pour voir si c'est référence qu'on a manqué pour faire au Togo. Si c'est ça, on va faire. Le 29 juin dernier, le gouvernement a pris des dispositions pour réglementer les sorties des produits agricoles afin d'éviter un trop fort siphonnement dont les conséquences dans le pays sont la spéculation et la flambée des prix. Selon ces dispositions, tout produit de grande consommation pour être exporté est conditionné par une autorisation délivrée par le ministère du Commerce. À ce jour du jeudi 27 janvier 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 36 452. 31 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 31 812, 254 nouveaux guéris. Depuis hier, le nombre de cas actifs s'élève à 4 373 et le nombre de décès est de 267. Un communiqué du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et puis, l'une des préoccupations soulevées dans la stratégie vaccinale contre la Covid est la conservation des vaccins, surtout dans les zones les plus reculées. Eh bien, au Kenya, la solution a été trouvée. Il s'agit du VaxiBox, un réfrigérateur portable. Suivez. Comment fait-on pour maintenir des vaccins à bonne température lors d'un trajet sans électricité? Eh bien, au Kenya, on mise sur les VaxiBox des réfrigérateurs à énergie solaire qui s'imposent comme une solution efficace et responsable dans le transport de vaccins vers les communautés isolées. Avec ses 20 kilos, le VaxiBox peut contenir au moins 3000 doses de vaccins, de quoi alimenter la clinique d'un petit village.
Une fois complètement chargé, il peut conserver son énergie jusqu'à 9 heures au maximum. C'est avec cette VaxiBox que nous transportons les vaccins d'un établissement à un autre. Par exemple, lorsque nous allons les chercher au centre de collecte principal et les apportons au centre de santé, nous l'utilisons pour les stocker. C'est dans cette même VaxiBox que nous stockons le vaccin Covid-19 que nous utilisons pour vacciner les personnes qui viennent dans la clinique. Dans certaines zones, le raccordement à l'électricité reste un défi et c'est en réponse à cet enjeu que l'ingénieur Nora Magiro a imaginé le VaxiBox. Au départ, elle a été approchée par des producteurs qui cherchaient une solution pour transporter leurs marchandises avant d'adapter son invention au vaccin. Il s'agit d'une solution globale, car elle est intégrée à une capacité de surveillance en ligne qui nous permet de savoir à tout moment où se trouve le réfrigérateur, mais aussi à quelle température sont stockés les vaccins. Pour les agriculteurs qui intègrent ces solutions chez eux, le VaxiBox dispose d'une capacité de charge USB, ce qui est important car les communautés qui adoptent ce type de technologie n'ont pas l'électricité. Ils peuvent donc recharger leur téléphone et s'assurer d'être joignables. En ces temps de pandémie, le VaxiBox contribuera à sauver des vies en garantissant que les vaccins arrivent à destination et dans un état viable. Silence radio donc sur les pelouses de Yaoundé ce jeudi. Les différentes équipes se reposent en attendant les quarts de finale, mais pendant ce temps, des pleurs se font toujours entendre dans les maisons des victimes de la bousculade meurtrière d'Olembe. Que s'est-il réellement passé avant le match Cameroun-Comores? C'est la question des familles éplorées qui restent toujours sans réponse. Recluse dans sa maison d'un quartier de Yaoundé, Rosalie est inconsolable depuis la disparition de son époux. Moïse, 65 ans, ancien commercial à la retraite, était allé encourager l'équipe du Cameroun face aux Comores lors des 8e de finale de la CAN. Il a perdu la vie lors d'une bousculade mortelle devant le stade d'Olembe le soir du 24 janvier, comme on peut le voir sur cette image amateur. Mon mari, il n'était pas seulement mon mari, il était mon copain, mon ami. Mon tout. Il est parti au stade 7. Lui et moi, on s'est vu le matin. Mais je ne l'ai plus revu jusqu'au jour d'aujourd'hui. À cause du football. L'accident a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. Des blessés pris en charge dans plusieurs hôpitaux de Yaoundé, comme celui-ci, quelques kilomètres plus loin. Dans les chambres, le directeur Pierre Fouda rend visite comme chaque jour aux 7 patients dont ses services s'occupent. Quand ils sont arrivés, beaucoup avaient des problèmes de contusion. Je peux dire aujourd'hui qu'ils sont hors de danger. Hors de danger, mais pas encore remis du traumatisme de cette bousculade. Cette victime qui a requis l'anonymat se souvient. Lorsque ça s'est passé, on m'a marché dessus. Il y avait le ventre au sol, le dos était à l'air, il y avait des gens qui marchaient sur moi. Et j'étais étouffé. Le drame soulève désormais de nombreuses interrogations, notamment sur la responsabilité de la sécurité à l'entrée du stade d'Olembe. Un stade autour duquel des Camerounais comme Moussa viennent se recueillir. Lui a perdu une amie. Il souhaite désormais que justice soit faite. C'est un choc, véritablement. C'est un choc. Surtout qu'on a l'impression qu'il y avait tous les moyens pour éviter cela. Ce n'était pas une fatalité. Ce n'était pas quelque chose d'imprévisible. Selon les autorités, une enquête est en cours pour établir les responsabilités lors de la tragédie. Les matchs de la compétition dans le polémique stade d'Olembe ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre par la CAF. Togo Sport Challenge est une nouvelle approche pour redynamiser le sport togolais. Et c'est un projet multisport qui entend positionner le sport de notre pays au plus haut niveau. Et il est porté par le Comité olympique national du Togo et le ministère des Sports. Sonia Minipo pour des précisions. Il n'est point de démontrer de nos jours des fonds générés par le sport en général et le football en particulier pour les fédérations sportives et les pays à l'échelle internationale. Et pourtant, certains pays africains, dont le Togo, peinent à saisir cette aubaine. Le projet
Togo Sport Challenge se veut une approche de solution à cette situation. C'est un projet multisport avec création d'événements de haut niveau qui seront couverts avec tous les moyens les plus modernes possibles. Responsables des associations sportives et des collectivités locales, chefs d'entreprise et sociétés, ainsi que le public sportif sont édifiés sur le projet. Nous voulons positionner le sport togolais au haut niveau, comme un produit phare, de manière à ce que quand on rentre, quand on regarde, on a envie d'acheter. Mais tout ça, ça passe par de la formation additionnelle. Il y a un volet fort, volet marketing pour tout ce qui s'intéresse au sport. On va montrer aux gens comment on crée un événement, comment on le monte, comment on le vend, comment on l'organise. Ce que nous voulons faire, c'est monter des programmes que les gens auront envie de regarder parce qu'ils seront bien filmés. Et en plus, il y aura du spectacle. La motivation, c'est comment faire pour redynamiser, relancer le sport dans tout son ensemble, mobiliser, drainer les sponsors autour du sport togolais pour pouvoir lancer ce que nous appelons l'économie sportive. Nous avons retenu 8 fédérations sur les 18 qui ont signé un pacte avec le CNO Togo de nous transférer leurs événements majeurs et essayer de faire le package et ensuite, avec ce que nous allons drainer, nous allons pouvoir aider et supporter l'ensemble de la famille sportive togolaise. Cette initiative première du genre au Togo s'intègre parfaitement dans la nouvelle politique sportive du gouvernement, à en croire la ministre des Sports. Le sport est aujourd'hui une véritable industrie et chaque pays travaille pour en tirer meilleur profit à travers des projets innovants. Ainsi, la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025 entend faire du sport non seulement un vecteur de paix, mais aussi un secteur créateur de richesses et pourvoyeur d'emplois qui contribue efficacement au PIB national. Le projet Togo Sport Challenge sera expérimenté et évalué au bout d'une année afin d'en tirer les leçons et l'améliorer avant sa mise en œuvre pour une meilleure atteinte des résultats escomptés. Le ministre des Travaux publics porte à la connaissance des usagers de la route nationale 5 qu'en raison des travaux de réhabilitation et de bitumage de la route Lomé-Palimé ainsi que la construction du poste de péage d'Akepe au PK17, le trafic routier va connaître quelques perturbations pendant la durée de l'exécution des 10 travaux, précisément au niveau du poste de péage provisoirement aménagé au 10 PK17. À cet effet, le ministre des Travaux publics exhorte les usagers de ce tronçon à observer la signalisation circonstancielle érigée à cet endroit et les invite à faire preuve de patience lors du franchissement du poste de péage. Le ministre compte sur le civisme et la compréhension des usagers et des populations riveraines pour le respect des dispositions qui y sont prises. C'est un communiqué donc du ministre des Travaux publics, Madame Zouera Toukassa Traoré. Chaque 26 janvier, l'Inde célèbre la journée de la République qui marque la commémoration de l'entrée en vigueur de sa constitution. Et pour la circonstance, hier, les membres de la communauté indienne au Togo ont organisé un dîner d'amitié partagé avec leurs frères togolais. Le compte rendu avec Aboz Adadja et Christine Pétchekealoudé. Pour marquer la célébration de la journée de la République, la communauté indienne au Togo s'est retrouvée. Ce moment de convivialité, c'est également un rendez-vous de partage des valeurs qui fondent la République de l'Inde. Le 26 janvier 1950, la Constitution de l'Inde est entrée en vigueur, garantissant la justice, la liberté et l'égalité à tous ses citoyens. L'année 2022 est spéciale pour nous car nous célébrons les 115 ans de l'indépendance de l'Inde et la semaine en cours est spéciale pour l'ambassade de l'Inde. Et depuis ces 10 dernières années, l'Inde et le Togo entretiennent d'importantes relations. Pour le ministère chargé des Affaires étrangères, les relations entre l'Inde et le Togo se sont davantage renforcées ces dernières années, en témoigne l'ouverture de l'ambassade de l'Inde à Lomé.
Depuis quelques années, le Togo et l'Inde entretiennent de bonnes relations de coopération dans plusieurs domaines, notamment l'économie, l'énergie, la formation professionnelle et la diplomatie. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de New Delhi en Inde. Bonsoir.